Satou, ici. Un petit incident à destination fait partie du plaisir du voyage, mais cela ne signifie pas que j'apprécie d'être pris au piège de toutes sortes de problèmes. Trop d'excitation me donne envie de m'arrêter dans un sanctuaire et de demander un exorcisme. Je suis F. Juleberg l'Invincible, premier siège des 8 épéistes de Shiga. Je suis venu vous demander un duel, Sir Pendragon l'Intouchable. Le chevalier aux cheveux gris fit cette déclaration alarmante d'un air autoritaire. Il tenait une lance magique aux manches blancs et à la pointe bleutée en alliage d'adamantite. L'ornementation et l'imprégnation magique, à la fois élégante et majestueuse, montraient clairement qu'elle était l'œuvre d'un excellent alchimiste et graveur. Il semblait impatient de se battre, mais malheureusement, je n'étais pas du même avis. Certes, j'acceptais l'épée de fée qu'un de mes compagnons me tendit par derrière, mais cela ne signifiait pas que j'avais l'intention de la dégainer. J'étais encore épuisé d'avoir surpris ces terroristes en flagrant délit d'assassinat du duc Vistal et d'avoir réussi à faire atterrir le dirigeable sans encombre à la place du capitaine et de l'équipage blessé. Tentant de le lui faire comprendre, je jetai un regard appuyé vers le dirigeable où il avait atterri en urgence, mais Sir F. Juleberg jeta un rapide coup d'œil et ignora complètement l'allusion. « J'arrive, dit-il. Sans attendre ma réponse, Sir Juleberg descendit de cheval et chargea sur moi. Ouah! Par réflexe, j'esquivai l'attaque soudaine de justesse. Lorsque les acclamations de la foule autour de nous fusèrent audibles, je réalisai mon erreur, mais il était déjà trop tard. Je ne pouvais pas me permettre de me laisser abattre volontairement par son déluge de coups, même si j'esquivais au moins les coups de manière spectaculaire plutôt que de justesse. Très impressionnant. Maintenant, je comprends pourquoi Elmina n'arrêtait pas de vous recommander à la moindre occasion, dit-il. Regardant au-delà de Sir Juleberg, j'aperçus le 5e siège des 8 épéistes de Shiga, Dame Elmina, la maniant l'arme, affichant un sourire enthousiaste. Je le savais. Alors, tu étais responsable de tout ça. Maintenant, dégaine ton épée. Ou cette arme sophistiquée à ta ceinture est-elle juste pour la frime? Désolé, mais oui, c'est bien ça. À ce stade, ne pas dégainer mon épée aurait semblé une insulte à Sir Juleberg. Je décidai de m'entraîner un moment avec lui, puis de choisir le bon moment pour perdre si spectaculairement qu'il ne tenterait plus jamais de me forcer à l'affronter. Dès que je dégaina mon épée, la galerie de cacahuètes qui nous entourait laissa échapper des soupirs d'admiration. À cause de ma magnifique épée de fée, bien sûr, pas à cause de moi. Alors, tu relèves enfin le défi, hein? Alors je te laisse faire. Viens à moi, Pender. Arrête, arrête. Un homme d'âge mûr aux traits sévères et au nez de faucon bondit devant le baronnet Gélil tandis que ce dernier préparait sa lance. C'était le duc Vistal, l'homme qui avait failli être assassiné par des employés de son fils aîné désavoué en chemin. Ne voyez-vous pas ce désastre? Le dirigeable de Sa Majesté a été attaqué, et votre serviteur, un noble dirigeant du royaume, a failli être assassiné. Arrêtez de jouer comme ça et partez à la poursuite des criminels qui se sont enfuis avec ma sainte CH, enfin, ma fille. Le duc lança de la salive en criant. Qu'allait-il dire au lieu de « fille » ? Puisque c'est la fille d'un noble, elle a peut-être un titre pompeux comme « Saint-Enfant » ou quelque chose comme ça. PSSST, maître. La jeune fille, Arisa, me tira par la manche derrière moi, ses cheveux lilas dissimulés par une perruque blonde. Si la fille du duc a été kidnappée, n'est-ce pas le moment pour l'équipe Pendragon de briller? Elle leva les yeux au ciel, pleine d'espoir. Allons-y, des œufs brouillés, monsieur. Tama, une fille décontractée aux cheveux blancs courts, avec des oreilles de chat et une queue, et Pochi, une fille pleine d'énergie avec une coupe au carré brune, des oreilles de chien et une queue, levèrent le poing en signe d'approbation à côté d'Arisa. Pochi était obsédée par la nourriture, alors ce n'était pas la première fois qu'elle confondait la manœuvre d'urgence, brouillée, avec œufs brouillés. Je pourrais la corriger plus tard. Maître, une larve est-elle en danger? La blonde plantureuse, Nana, toujours la gardienne des petits-enfants, prit la parole d'une voix sévère, malgré son impassibilité habituelle. En tant qu'homoncule artificiel magique, elle semblait avoir l'âge du lycée, mais avait en réalité moins d'1 an. En fait, j'ai demandé à Arisa d'utiliser le sort de magie spatiale, discours tactique, pour ne transmettre des informations qu'au reste du groupe. Juste avant que les conflits internes au duché de Vistal ne culminent avec l'incident de l'attaque du dirigeable, l'enfant en question, la plus jeune fille du duc Vistal, Somiena, ainsi que sa mère, la première épouse du duc, ont échappé au danger aux côtés de plusieurs gardes sur un canot de sauvetage. Craignant d'être kidnappée, j'ai immédiatement vérifié la situation grâce au sort de magie spatiale clairvoyance. Mais si la jeune Somiena semblait perplexe, sa mère se comportait comme si tout se déroulait comme prévu. J'ai donc supposé qu'elle était du côté du fils aîné du comte, Toriel, présumé cerveau de l'attaque. Je vois.
Dieu merci. Lulu, une jeune fille si belle qu'on pouvait perdre le sens de la réalité rien qu'en la regardant, se tapota la poitrine, soulagée qu'il ne s'agisse pas d'un enlèvement. Le contraste entre sa robe d'un blanc immaculé, reflet de sa gentillesse, et ses cheveux d'un noir de jais qui scintillaient au soleil ne faisait que rehausser sa beauté à la japonaise. Maître, Lisa, une jeune femme de la tribu des écailles oranges, aux poignets et au cou couverts d'écailles, m'a interpellé d'un ton pressant. Elle était restée sur ses gardes même pendant notre conversation informelle, tenant sa chère lance critique magique et surveillant de près Sir Juleberg, des 8 épéistes de Shiga. Seigneur Pendragon, pardonnez-moi, je sais que c'est moi qui ai demandé un combat d'entraînement, mais je dois demander un report pour l'instant. Le baronnet Gélil s'excusa d'un air sombre. Je préférerais tout annuler plutôt que de le reporter. Ce n'est pas le moment de parler à un humble chevalier héréditaire. Je dois maintenant aller récupérer le Saint-Calice volé. Je vous enverrai un émissaire dans les prochains jours. J'espère que vous me montrerez alors de quel bois vous chauffez. Sur ces mots, Sir Juleberg disparut au milieu de la foule, suivi de ses chevaliers sacrés et de Dame Elmina, une autre alliée des 8 épéistes Shiga. Cela sembla satisfaire le duc Vistal, qui retourna auprès de ses épouses. Le noble écarlate, le baronnet Gélil, et ses camarades du rugissement du dragon rouge avaient également amené des chevaux et se lancèrent à la poursuite de Sir Juleberg et des autres. Saint-Calice, le dernier membre de mon groupe, une elfe nommée Mia aux cheveux bleus clairs coiffée en couette, répéta doucement les paroles de Sir Juleberg. Ses oreilles légèrement pointues, principal signe distinctif des elfes, étaient dissimulées sous une simple capuche. Je me demande ce que c'est que ça? Alors même que je répondais à Mia, je réalisais que les mots que le duc Vistal avait commencé à prononcer en déclarant que sa fille avait été volée étaient probablement « Saint-Calice ». C'est peut-être un artefact qui utilise la magie de prière, ou quelque chose comme ça. Je savais exactement où Arisa avait pensé en entendant le mot « calice », alors je la grondais d'avoir pensé directement aux dessins animés. En fouillant la carte, j'en découvris plusieurs dans la capitale royale, notamment dans une salle au trésor sous le château royal. Les informations détaillées m'indiquèrent qu'il s'agissait d'un artefact qui collectait les miasmes environnants. Ne trouvant rien en dehors de la capitale royale, j'essayais de chercher le nom de la plus jeune fille du duc Vistal, Somiena. Ils ne sont pas aussi loin que je le pensais. Ils n'avaient pas beaucoup bougé de la zone où le canot de sauvetage avait décollé. Il n'y avait aucun objet appelé calice sacré à proximité. Puisque Somiena possédait la compétence « boîte à objets », il y était presque certainement rangé. Plus importante encore, j'avais découvert quelque chose que je ne pouvais ignorer en la cherchant. Désolé, Mia, mais pourrais-tu invoquer des sylphes? 2, non, 3, s'il te plaît. Compris. Sans demander la raison, Mia commença à utiliser le sort de magie spirituelle, créer esprit du vent. Il se passe quelque chose? Me demanda Arisa à voix basse. Comme j'avais toujours le dialogue tactique activé, j'entendis sa voix à la fois grâce à cette compétence et à ma compétence oui aiguë. Ouais, le temps que j'ai fini d'expliquer, la magie spirituelle de Mia avait invoqué les 3 sylphes. On aurait dit des femmes semi-transparentes. La foule s'exclama à leur apparition, mais je les ignorais, plus préoccupé par la résolution d'un autre problème urgent. Nous reviendrons, je le déclare avec assurance. Allez, sylphes. Les sylphes nous emportèrent, Nana, Mia et moi, zigzagant entre les arbres pour ne pas être vus. Puis elles nous soulevèrent dans les airs, à une certaine distance de la route principale, en direction de Labyrinth City. Maître, 7 visages identiques m'appelèrent à l'unisson. C'étaient les sœurs de Nana et leurs homoncules, numéro 1 à numéro 6, ainsi que numéro 8. Elles servaient autrefois le roi des morts-vivants, Zen, mais m'enregistrèrent comme leur propriétaire à sa mort et commencèrent à m'appeler « maître », comme Nana. Mia et moi sommes ici aussi, je le déclare. Nana semblait aussi impassible que d'habitude, malgré une légère moue dans la voix. Numéro 7, je m'appelle Nana maintenant, je précise. Nana, affirmèrent ses sœurs en réponse à sa plainte. Puis elles poursuivirent, princesse. Pas princesse. Mia s'opposait fermement au titre qu'on lui avait donné lorsqu'elle était retenue captive dans le berceau par Zen. Mia, Lady Mia, Mia acquiesça, l'air satisfait. Connaissez-vous ces jeunes dames? Oui, et je suis sincèrement désolée pour les ennuis qu'elles vous ont causés. J'inclinai la tête devant le marchand hésitant d'âge mûr. Derrière lui se trouvaient plusieurs calèches accidentées, des chevaux couchés et écumants, et une montagne de bagages éparpillés au sol. Les calèches renversées et les piles de bagages bloquaient la route. Plus loin, à l'orée d'une forêt, se tenait une créature géante, un croisement entre un crabe et une araignée, assise, les pattes repliées. C'était un monstre de niveau 30 appelé araignée de mer à longues pattes, que numéro 8 avait dressé et transformé en monture. À en juger par l'état actuel des choses,
Les sœurs avaient dû sortir l'araignée de mer à longues pattes de la forêt et apparaître devant le marchand et sa compagnie alors qu'il roulait sur la route. Les chevaux et les cochers avaient dû paniquer et tenter de s'arrêter ou de changer de direction, ce qui avait provoqué ce chaos. J'avais remarqué cette situation alors que j'enquêtais sur la localisation de Somiena, la plus jeune fille du duc Vistal, sur la carte, et j'étais accouru pour l'aider. Je vais expliquer la situation au maître. Vous vous occupez des réparations, numéro 2. Numéro 2 acquiesça à la directive de numéro 1 et entreprit de nettoyer. Nana, aidez vos sœurs à nettoyer, s'il vous plaît. Oui, maître. Nana s'avança d'un pas léger vers ses sœurs. Après une brève explication de numéro 1 et une présentation au marchand en question, je lui dis que je paierais tous les dégâts causés par les sœurs. Sire Pendragon, seriez-vous par hasard apparenté au marquis des liqueurs Pendragon, le chasseur de pirates? Je ne connaissais pas le surnom de chasseur de pirates, mais oui, je suis un marquis des liqueurs du royaume de la sorcellerie, l'Alagui. Lors de notre voyage sur la route du sucre dans les îles du Sud, j'avais repéré des pirates sur la carte et mis en place un protocole de recherche et de destruction pour garantir la sécurité de la compagnie commerciale du Pendragon, que j'avais contribué à financer. C'est sans doute pour cela que j'ai reçu ce nouveau surnom. Je m'en doutais bien, tu ne te souviens peut-être pas de lui, mais mon oncle est capitaine d'un navire marchand. Tu lui as sauvé la vie, ainsi qu'à plusieurs de mes amis. Il m'a donné les noms des personnes que j'avais apparemment sauvées, et effectivement, j'ai obtenu des résultats correspondants en cherchant ces noms dans la liste des personnes secourues de mon onglet réseau. J'ai sauvé tellement de gens sur la route du sucre que je ne me souviens plus de la plupart d'entre eux. Quelle coïncidence, ai-je dit vaguement, avant d'aborder la question de l'indemnisation. Inutile de me rembourser. Nos marchandises sont toutes soigneusement emballées, et aucun des wagons n'a d'essieu cassés, a-t-il lancé avec empressement. Vraiment, c'est sûrement le destin qui m'a permis de rencontrer celui qui a sauvé mon oncle et mes amis. Nous resterons dans la capitale jusqu'au nouvel an. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je crains de ne pouvoir vous l'offrir gratuitement, mais nous vous accorderons certainement les plus grosses réductions possibles. Il ne semblait pas vouloir accepter de paiement pour les dégâts. Sa société de négoce vendant des marchandises de la route du sucre, il avait probablement des articles intéressants à vendre. Je me suis dit que je lui achèterais simplement un tas de choses pour compenser les dégâts probables grâce aux bénéfices que cela représenterait. Oh, entendant du vacarme en direction de Nana et de ses sœurs, je m'excusai de ma conversation avec le marchand d'âge-mûr et me tournai vers elle. Les marchands et les autres voyageurs, bloqués par le désordre sur la route, poussaient des exclamations de surprise en voyant le groupe d'homoncules redresser les chariots renversés. Apparemment, ils auraient dû dégager la route assez rapidement sans mon aide ni celle de Mia. Pourtant, je ne voulais pas rester les bras croisés pendant qu'ils travaillaient, alors j'ai confié mon manteau à Mia et je suis allé aider le marchand d'âge-mûr à inspecter les voitures et les marchandises. Eh, quels imbéciles osent bloquer la route? Déplacez vos voitures et faites place. J'ai entendu une voix furieuse, quelque part au-delà des embouteillages. De façon assez alarmante, un jeune chevalier en tenue militaire brandissait son épée dégainée et menaçait les gens en s'approchant de nous. C'était l'un des terroristes qui avait arrêté la fille du duc Vistal. Puisque je les cherchais depuis le début lorsque j'ai aperçu les sœurs de Nana, il n'était pas surprenant qu'elles soient à proximité. Mes excuses, sire chevalier. Ils seront tous de nouveau en mouvement d'ici le 4e cycle, si vous voulez bien patienter encore un peu, s'il vous plaît. Ce n'est pas grand-chose, mais permettez-moi de vous présenter ceci en guise d'excuse. Vous osez vous moquer de moi, vaurien? Alors même que le marchand d'âge-mûr brandissait une bourse en guise d'excuse, le chevalier furieux commença à brandir son épée vers l'homme. Vous croyez que je laisserai faire ça? J'ai repoussé l'épée d'un coup de paume rapide. Espèce d'insolent. Le chevalier, rougi de sang, a alors pointé son épée vers moi. Je l'ai calmement saisi par le bras, l'ai arraché de son cheval et l'ai plaqué au sol. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas les armoiries du duc Vistal? Si tu retournes ton épée contre nous, tu déclares la rébellion contre la maison du duc Vistal. Un jeune noble, vêtu d'un élégant costume militaire, apparut, suivi de 2 chevaliers, forçant impérieusement la foule et les attelages à se ranger sur le bord de la route. Derrière lui se trouvait un simple carrosse peint en noir. Il semblait toutefois quelque peu scandaleux que quelqu'un qui avait comploté pour assassiner le duc Vistal se retourne et tente de se cacher derrière son nom. Et s'il semblait l'avoir oublié, l'emblème de Vistal était invisible sur son carrosse ni sur ses manteaux de chevalier. Il devait avoir l'habitude de débiter ses inepties. Ah, vous étiez dans le dirigeable. Une petite fille se pencha par la fenêtre du carrosse et me désigna du doigt, nulle autre que mademoiselle Somiena, la plus jeune fille du duc Vistal. Comme je l'avais remarqué lors de leur fuite, elle ne semblait ni attachée ni piégée. Cet homme était dans ce dirigeable? Alors vous devez être ses poursuivants. Sa prétention hautaine disparut, le jeune noble poussa un cri d'alarme, et les chevaliers autour de lui tirèrent leurs épées d'un air menaçant.
Sommiena, restez à l'intérieur. Mais, mère, une femme plus âgée, la première épouse du duc, tira précipitamment mademoiselle Sommiena dans la voiture. Le duc ne doit pas savoir pour nous. Nous allons tous vous faire taire, ici et maintenant. En entendant cela, les gens autour de nous se dispersèrent et s'enfuirent dans la forêt. Cet homme avait l'intention de tuer tout le monde juste pour les faire taire. C'était assurément un état d'esprit terroriste typique, mais je n'allais pas le laisser passer. Nana, prends la moitié gauche. Mia, protège les passants des attaques magiques. Oui, maître. Compris. Toujours en tenue de soirée, Nana et Mia passèrent à l'action. Meurs. Nana et moi avons mis KO les chevaliers attaquant les uns après les autres. Pendant que je n'utilisais que ma paume, Nana utilisa son bracelet générateur de bouclier et une épée à une main, de son pack fait pour les assommer. L'épée était une chose, mais j'ai dû me sentir un peu désolé pour les hommes qui se faisaient abattre par un bouclier en forme de poussin jaune. Maître, laissez-nous vous aider aussi. Non, protégez les marchands et les autres avec Mia, s'il vous plaît. J'ai renvoyé numéro 1 et sa compagnie à l'arrière. Bien que les homoncules puissent probablement affronter plusieurs ennemis de cette façon, le commandant ennemi et quelques autres étaient de niveau 30 environ, il était donc possible qu'ils soient grièvement blessés au cours de l'opération. Par mesure de sécurité, je voulais les tenir à l'écart du combat si possible. De plus, vous qui voulez ensanglanter les rues du royaume de Shiga, nous sommes le noble 3e régiment de chevaliers, les patrouilleurs de la capitale. Rangez vos épées immédiatement, ou vous serez considérés comme des bandits et exécutés. J'avais remarqué sur mon radar que les gardes de la route approchaient. Le 3e régiment semblait plutôt adroit, il protégeait les marchands et les autres civils tout en neutralisant progressivement les chevaliers terroristes. On dirait que les chevaliers de la capitale royale sont vraiment doués. Fort, sachant que la plupart d'entre eux n'avaient qu'une vingtaine d'années de niveau, même s'ils bénéficiaient de l'avantage du nombre, il était impressionnant qu'ils dominent un groupe comprenant un chevalier de plus de 30 ans. Ce n'était probablement qu'une question de temps avant qu'ils n'aient tous les terroristes. On n'ira pas plus loin ? Le jeune noble en tenue militaire gémit, ouvrit la portière de la voiture et fit fuir la femme du duc et sa fille cadette à cheval. Leurs 2 chevaux dévalèrent une pente sur le côté gauche de la route. 2 chevaux s'enfuient. Escouade 2, à leur trousse. Entendant les cris de la femme et de la fille, le commandant des chevaliers en patrouille les vit s'échapper et envoya une partie de l'escadron à leur poursuite. Dame Toomaena, s'écria la chevalière. La première épouse du duc, qui l'accompagnait, était tombée. D'après ma carte, elle s'était brisé le cou dans sa chute et était à l'article de la mort. Mère, retournez-vous, ma mère est tombée. Non, dame Sommiena. Nous devons au moins vous conduire auprès de Lord Toriel, sinon nos camarades seront morts en vain sur le dirigeable. J'entendais faiblement le jeune noble et la fille du duc au loin. De toute évidence, la cadette, non, le saint calice, comptait plus pour eux que la vie de sa mère. Même la chevalière qui accompagnait la mère ne s'arrêta pas pour vérifier l'état de la femme, brandissant plutôt son épée pour tenter de gêner leurs poursuivants. Les gens de ce monde devraient accorder plus de valeur à la vie des autres, murmurai-je. Satou ? Oh, ce n'est rien. Tapotant la tête de Mia, je dévalai la pente raide et courus vers la femme. La chevalière avait déjà été immobilisée par l'un des chevaliers du régiment, alors je l'ai dépassée en courant et utilisai la magie de guérison sur l'épouse du duc, qui respirait comme dans un tuyau. Juste avant que le sort ne fasse effet, j'utilisai ma main magique, un sort de psychokinésie, pour ajuster le cou de la femme afin que ses os ne cicatrisent pas à un angle étrange. Ouf, ça devrait suffire. Maintenant, j'ai récupéré la femme inconsciente et l'ai portée jusqu'à la route principale, où je l'ai confiée au chevalier de patrouille. Une fois les carrosses des marchands remis en état, j'ai consulté la carte et constaté que le jeune noble et la fille du duc poursuivaient toujours l'escadron. Je n'allais pas courir les aider. Je ne tiens pas à m'aventurer dans un champ de mine que j'aurais créé moi-même. De plus, les chevaliers de patrouille avaient un utilisateur de magie du vent qui aidait une autre escouade à naviguer pour les poursuivre également. Même si je n'intervenais pas, ce n'était probablement qu'une question de temps. Eh bien, si vous voulez bien nous excuser, n'hésitez pas à nous rendre visite. Notre boutique est au 30, rue de la Monnaie. Oui, j'irai certainement. Après cette promesse aux marchands, nous avons décollé dans le ciel avec l'aide des sylphes de Mia. Maître, nous volons, je le déclare. Numéro 8 et les autres sœurs de Nana commencèrent à pousser des cris de surprise. La plupart des homoncules ne manifestèrent guère d'émotion, mais les sautes d'humeur de numéro 8 étaient assez spectaculaires. Quant à l'araignée de mer à longues pattes qui avait déclenché toute cette histoire, j'avais demandé à numéro 8 de l'envoyer sur une montagne lointaine. Bon retour, maître. Vous êtes-vous occupé de tout là-bas ? Oui, tout est réglé. Sur le chemin du retour, des soldats hommes oiseaux et des chevaliers wyvernes nous ont demandé de nous identifier,
mais nous avons facilement prouvé notre innocence grâce à mes papiers de noblesse, mes insignes en mithril et les oreilles d'elfe pointues de Mia. Cela faisait moins d'une heure que nous étions partis. Tout le monde, sauf le duc Vistal et ses compagnons, était encore là où nous les avions laissés. On aurait dit que les carrosses n'étaient pas encore arrivés. Content de voir que les sœurs de Nana vont bien aussi. Nous avons enfin repris le service de notre maître. Désormais, nous 7 servirons sous les ordres de Dame Mia et de nos aînés, comme numéro 7 c'est-à-dire Nana, pour nous consacrer pleinement à notre maître. Contrairement à Nana, numéro 1 parlait avec une certaine aisance. Avez-vous pu visiter la tombe? Oui, nous avons visité celle de la femme de notre ancien maître et y avons enterré ses souvenirs. Pendant que notre groupe et les sœurs de Nana discutaient, certaines des cacahuètes commencèrent à commenter entre elles à propos des sœurs identiques, encore plus de guerrières? Qu'est-ce qu'il va faire avec 8 d'entre elles, combattre l'armée d'un seigneur démon? Allez, j'en prends une. Et ainsi de suite. Elle devait en avoir assez d'attendre. Après que nous eûmes tout échangé nos salutations, Arisa se tourna vers moi. Alors, maître, on continue à attendre ici? Vu le nombre de personnes attendant, il était peu probable que notre tour arrive de sitôt. Ce n'est pas si loin. Pourquoi ne pas simplement marcher? De plus, il y avait plein de fiacres sur la route, alors on pourrait probablement se faire prendre à mi-chemin. Ça vous va, Madame Karina? À ces mots, la deuxième fille du baron Munot rejeta sa chevelure blonde et luxuriante par-dessus son épaule. Mais bien sûr, ses boucles caractéristiques rebondirent, tout comme ses autres atouts uniques et imposants. J'ai failli être aspirée, mais j'ai résisté de toutes mes forces. Tama va bien aussi. Pochi va bien aussi, bien sûr, monsieur. Tama et Pochi, que numéro 6 et numéro 8 soutenaient comme des poupées, rejoignirent joyeusement Karina. Les sœurs de Nana semblaient tout aussi attachées aux enfants qu'elles. Elles semblaient ravies de tenir le duo aux oreilles d'animal. Numéro 5 tenta de faire de même avec Mia, mais essuya un bref « non » et resta planté là, l'air abattu. Bon, allons-y. J'ai conduit tout le monde vers la porte de la capitale royale. Avec les sœurs de Nana, nous formions un groupe de 19 personnes. Vu notre nombre, il nous a fallu un temps considérable pour nous frayer un chemin parmi les curieux, dont le nombre s'était multiplié pendant que je rejoignais les sœurs homoncules. Une fois cette foule dépassée, nous sommes arrivés à la capitale royale en un rien de temps. Grossière, elle est bien plus grande que la porte de la cité du labyrinthe, monsieur. Levant les yeux vers l'énorme porte qui ressemblait vaguement à l'Arc de Triomphe, Tama et Pochi commencèrent à s'enthousiasmer, tout comme le reste du groupe. La porte semblait avoir été conçue pour vanter la culture et la richesse du vaste royaume de Shiga. Elle était ornée de gravures élaborées, ainsi que de plusieurs circuits runiques cachés dans l'ombre. La file. Je suppose que c'est normal quand on entre dans la capitale d'un grand royaume. Mia et Arisa grondèrent en voyant la file devant la porte. Nous ignorâmes les files des marchands et des citoyens ordinaires, nous dirigeant vers la file des nobles, composée de carrosses de luxe. Le temps que nous prenions place, la plupart des carrosses étaient déjà passés, et notre tour arriva rapidement. Voici la file des nobles. Si votre place est ici, veuillez m'en montrer la preuve. Le chevalier à la porte avait la voix tendue. Waouh, il a une voix de bébé. Bébé, il vaut mieux laisser les sangliers grandir avant de les chasser pour avoir plus de viande, monsieur. L'expression sévère du garde s'adoucit un instant lorsqu'il entendit Arisa et les autres enfants parler derrière moi. Je suis Satou Pendragon, vassal et chevalier héréditaire de la baronnie de Munot. Cette jeune femme est la fille du baron Munot, dame Karina Munot. En me présentant, je montrai à l'homme mes papiers de noblesse et ceux de Karina, remis par sa dame de compagnie, Pina. Mes excuses, mais je vais devoir examiner ça. Le chevalier examina les papiers et nous regarda chacun à son tour. Il avait la compétence, analyse, il voulait donc probablement s'assurer que nous étions bien les vrais. Pardonnez mon impolitesse, dame Munot. Sire Pendragon, si cela ne vous dérange pas, puis-je vous demander pourquoi des nobles comme vous ne voyagent pas en carrosse? Oh, c'est pour ça que l'inspection était si minutieuse. Nous étions à bord du dirigeable qui a fait un atterrissage d'urgence ici plus tôt. Comme personne n'est venu nous chercher, nous avons décidé de marcher et d'admirer la vue sur la capitale, et peut-être de prendre un taxi en chemin. Cette réponse sembla le satisfaire, il s'excusa de ne pouvoir fournir de carrosse et nous laissa passer. Une fois la porte franchie, Arisa se frotta les yeux et cligna des yeux à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui se passe? J'ai cru voir quelque chose d'étrange près du château. Ah oui, c'est un cerisier. D'après Eleuthérina, la directrice générale de la compagnie Eshigoya, il s'agissait d'un arbre célèbre, le Sakura royal, qui commençait à fleurir à cette époque chaque année. De la même taille que le château? Ce n'est pas si surprenant, n'est-ce pas? Dans notre ancien monde, cela aurait été de la fiction, mais ce monde possédait des arbres montagnes et même des arbres mondes qui s'étendaient jusqu'à l'espace. Un arbre de la taille d'un château n'était pas si inhabituel. Et même, normal.
Oui, je suppose. Mia hocha la tête d'un air entendu. Arisa semblait se souvenir de l'existence de ces arbres géants et acquiesça également, mais son expression restait étrange. Alors, même s'il est aussi grand, ce n'est pas le sakura immortel, hein? Ouais, je ne pense pas que faire un vœu sous cet arbre garantisse sa réalisation. Arisa pensait clairement à un sakura d'une célèbre série de jeux vidéo, alors j'ai rétorqué avec mes souvenirs du sujet. Dommage. Arisa sourit et reprit le sujet. Alors il y a aussi des sakuras dans ce monde. J'ai entendu dire que le roi ancestral Yamato les tenait des elfes. Le roi ancestral, encore. On dirait les légendes du moine Kukai. Arisa semblait réticente à croire ces légendes. Allons, allons, j'ai entendu dire que les cerisiers fleurissent dans la capitale royale au Nouvel An. On devrait tous venir faire une fête pour admirer les fleurs quand elles seront en pleine floraison. Oh, super, tu devrais faire des sakura mochi. Bien sûr, ai-je accepté, à la grande excitation d'Arisa. Tandis qu'Arisa expliquait les fêtes de fleurs aux autres enfants et que je l'écoutais avec tendresse, Pina, la dame d'honneur de dame Karina, s'est approchée de moi. Sire Chevalier, allons-nous directement chez le baron? Oui, c'était prévu. J'ai hoché la tête. Nous étions maintenant 2 fois plus nombreux que prévu. Je comptais d'abord me renseigner pour savoir si nous pouvions tous loger chez le baron, et sinon trouver une auberge. Maître, je vois une calèche sans cheval, je vous le déclare. Numéro 8 a tiré sur ma manche avec insistance. Suivant son regard, j'ai vu une calèche qui ressemblait à une automobile du 19e siècle. C'est un carrosse à golem. Les carrosses eux-mêmes étaient des golems automatisés. J'en avais vu quelques-uns dans le duché d'Ugosh. Il existait de nombreuses variantes de ce type de véhicule. Celui que nous avons utilisé pour le défilé à Labyrinth City était un carrosse à golem. D'après ce que m'ont dit les nobles de Labyrinth City, la plupart des gens considéraient ce dernier comme plus raffiné et le premier plus radical. Maître, les fleurs sur les balcons sont jolies, je vous le signale. Numéro 8 s'accrocha à mon bras et désigna du doigt les fleurs qui décoraient les maisons le long de la route. Elles semblaient plus amicales que les autres homoncules. Coupable? C'est indécis. Mia et Arisa chuchotaient entre elles, à l'écart. Ses seins sont petits, donc je dirais qu'elle est présumée innocente. D'accord. Je levai les yeux au ciel. Numéro 8, vous dérangez maître, je vous le signale, dit Nana. Numéro 8 leva les yeux vers moi, surprise. Maître, suis-je gênante? Pas du tout, même si c'est un peu difficile de marcher comme ça. Je gardais ça pour moi, et numéro 8 lança à Nana un regard satisfait. Elle avait la même expression vide que Nana, mais je suis sûre que c'était sa version d'un sourire suffisant. Pour éviter de bloquer la route, nous avons décidé de marcher à 2. Il y a beaucoup de piétons, vu que c'est une capitale. D'accord. La rue principale partant de la porte ouest était assez large pour 4 calèches, mais comme il n'y avait ni signalisation ni panneaux, la circulation était parfois congestionnée aux intersections et sur les voies de circulation très fréquentées. Heureusement, il y avait beaucoup moins de calèches que de voitures sur une route moderne. Il y avait des trottoirs de chaque côté, mais beaucoup de gens marchaient sur la chaussée. On dirait qu'il y a surtout des humains ici. Tandis que Lisa observait les piétons passer, elle sortit quelques capes de son sac d'effets pour cacher sa queue et ses écailles oranges, ainsi que les oreilles et les queues de Tama et Pochi. D'après ma carte, la capitale royale était composée à 80% d'humains. Les 20% restants étaient principalement des hommes écailles ou des hommes bêtes, tandis qu'il y avait moins de 300 races de fées au total. Maître, y a-t-il aussi de la discrimination envers les races non humaines dans la capitale royale? Demanda Lulu. Je pense que ça dépend. Apparemment, il y a des marchands et des ambassadeurs hommes bêtes de pays non humains. Je me suis souvenu de ce que m'avaient dit les nobles de la cité du labyrinthe et les dirigeants d'Eshigoya en répondant. Mais j'imagine que ce n'est pas aussi terrible que dans le nord du royaume de Shiga. À Seryu, où j'ai rencontré les filles hommes bêtes pour la première fois, la plupart des races demi-humaines, à l'exception de quelques fées, n'étaient autorisées à exister que comme esclaves. Il y a aussi plein de types de carrosses différents. Oui, et il y a d'autres bêtes qui tirent des carrosses et des charrettes en plus des chevaux, comme les rhinosaures et les dulalcosaures que nous avons vus dans l'ancienne capitale. Lulu et Lisa discutaient entre elles. Magnifique. Superbe carrosse, monsieur. Un extravagant carrosse à 3 niveaux nous a dépassés par derrière. Il arborait le drapeau national du royaume de Shiga, avec l'emblème du ministère des ressources du labyrinthe sur le côté. Waouh, ça paraît excessif. Arisa haussa les sourcils en direction de la dizaine de chevaliers du royaume qui gardaient le carrosse. C'est un carrosse officiel du royaume. Je pense que c'est un nombre normal de gardes. Vous pensez bien. Finalement, mes connaissances en héraldique me furent utiles. Maître, là-bas, une énorme tortue tire une charrette, je vous le déclare. Numéro 8 sautillait, désignant une tortue géante qui descendait la rue d'un pas lourd, une charrette à 6 roues à la remorque. Je suis surprise qu'elle n'abîme pas les pavés avec tout ce poids, remarqua Arisa. Peut-être est-elle renforcée par la magie de la terre?
répondis-je. D'après mon écran de rat, il s'agissait d'une délégation du royaume des lutins. Les lutins avaient la peau brune et, comme la plupart des races de fées, étaient petits et avaient des oreilles légèrement pointues. Bien qu'ils ne soient pas aussi rares que les elfes, il était tout de même rare de croiser ces lutins, amateurs d'aventure et de farce, en territoire humain. Alors que nous continuions notre chemin dans la rue principale de la capitale, quelqu'un m'interpella. Sir Pendragon, je reconnus la personne qui m'appelait depuis la fenêtre d'une voiture. C'était l'un des hauts gradés de la guilde des explorateurs de Célivra, la cité labyrinthe, un gros buveur qui participait toujours aux beuveries avec le maître de guilde et moi. Ses employés étaient venus à bord du même dirigeable que nous pour livrer le butin du maître d'étage au roi. Les quartiers des nobles sont assez loin, et il n'y a pas beaucoup de taxis dans le coin. Souhaitez-vous faire un tour, au moins une partie du trajet? J'apprécie vraiment votre offre, mais nous avons un groupe important. Ce n'est rien. Il y a 2 autres voitures derrière nous, et nous serions plus en sécurité avec des aventuriers en mithril comme vous. Ah, c'est vrai, je baissai la voix. Vous n'avez pas de chevalier. Oui, avez-vous vu passer la voiture du ministère des Ressources du Labyrinthe avant nous? C'était un leurre. À bien y penser, la Guilde des Explorateurs de Labyrinth City était une organisation officielle sous la gestion du ministère des Ressources du Labyrinthe. Notre plan est de nous rendre discrètement au château royal pendant que les voyous se laissent distraire par celui-là. Ils étaient eux-mêmes de haut niveau, et les employés de la guilde servant de garde étaient d'anciens aventuriers aguerris, mais cela ne me semblait pas suffisant. Comme j'étais un peu inquiet, j'ai accepté que nous les accompagnions tout en servant de garde. Nous ne tiendrions pas tous dans un seul carrosse, bien sûr. J'ai pris le premier carrosse avec Pochi, Tama, Dame Karina et Pina. Le reste de mon groupe et les servantes de Dame Karina ont pris le deuxième carrosse. Nana et ses sœurs étaient dans le troisième. Les deuxième et troisième carrosses étaient des carrosses en forme de boîte sans toit, essentiellement des carrosses de marchandises, c'est pourquoi j'ai donné la priorité à Dame Karina pour le premier. Vous allez tous au château royal? Les 2 autres carrosses transportent des noyaux, donc techniquement, ils s'arrêtent devant le deuxième mur du château, à l'entrepôt de stockage des noyaux, mais oui. D'après le cadre, lui et 2 autres employés possédant la compétence coffre à objets, stockaient les plus précieux butins des chefs d'étage dans leur coffre à objets, tandis que le reste était transporté dans des sacs magiques de grande capacité fournis par la famille royale. Les bagages empilés sur le toit et le sol des wagons servaient principalement à faire diversion. Ils contenaient même des outils magiques de pacotille au cas où quelqu'un tenterait de les fouiller par magie. Miaou, recroquevillé sur mes genoux, Tama dressa soudain l'oreille. Au même moment, un point rouge apparut sur mon radar. Quelque chose ne va pas? Demanda l'employé, remarquant mon changement d'expression. On dirait que des voleurs ont poursuivi le leur. Je pointais du doigt une colonne de fumée blanche s'élevant devant moi. D'après mes informations radar, une trentaine de membres d'une guilde criminelle attaquaient le wagon du ministère des Ressources du Labyrinthe. Ils semblaient vouloir voler les marchandises à l'aide de fumigènes. Ah! Alors que la fumée se propageait, j'entendis un boom et vis une explosion. Un mage de la guilde criminelle, debout sur le toit d'un immeuble de 3 étages près du lieu de l'attaque, avait utilisé le sort de magie du cercle de feu au sol. Entre la fumée et le cercle de flammes, les chevaliers au sol semblaient incapables de localiser le mage. Foufou, les criminels de la capitale royale sont vraiment avancés. Même dans la violente cité du labyrinthe, personne ne tenterait une chose pareille. Non, on voit rarement des idiots tenter une chose aussi audacieuse. C'était donc rare, même dans la capitale royale. À ce rythme-là, des gens seraient certainement blessés par la magie d'attaque, alors j'ai décidé d'intervenir légèrement. Tama? Ah oui, j'ai tendu la main, et Tama a immédiatement sorti une pierre de son sac de fée et l'a placée dans ma paume, comme si elle lisait dans mes pensées. Elle était de la taille idéale pour être lancée. Je me suis penché par la fenêtre du carrosse et l'ai lancée à la seule force de mon bras, en me retenant pour éviter qu'elle ne me tue. La pierre frappa le mage en plein ventre et le mit KO sur le champ. J'eus cependant la surprise de le voir basculer du toit sous l'impact. Mais au moins, il heurta tous les balcons et les surplombs de tissu en tombant, évitant ainsi la mort. On aurait dit une cascade digne d'un vieux film de kung-fu, pensais-je bêtement, secrètement soulagé de n'avoir tué personne. Bien sûr, si j'en avais vraiment eu le temps, j'aurais utilisé ma main magique, toujours présente, pour ralentir sa chute. Tiens, le point rouge indiquant le mage de la guilde criminelle disparut brusquement. Il n'avait pas été tué tardivement par la chute, un chevalier royal à proximité l'avait transpercé d'une épée. Waouh, aucune pitié, maître! Arisa et les autres sortirent du chariot derrière nous, ayant remarqué la situation. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'intervenir. Pendant que je parlais, quelqu'un utilisa la magie du vent pour dissiper la fumée blanche qui recouvrait la zone. Dès que la fumée aveuglante fut dissipée, les chevaliers royaux lancèrent leur contre-attaque contre la guilde criminelle.
En quelques secondes, le sang gicla dans toutes les directions, tel un film éclaboussé. Même avec 3 fois plus de soldats, les criminels ne parvinrent pas à compenser la différence de niveau et d'expérience au combat. Certains tentèrent de s'enfuir, mais furent poursuivis et abattus en quelques secondes. Je me détournai machinalement, je ne suis pas doué pour ce genre de brutalité. C'est fini, ils ont tué tous les méchants, monsieur. En peu de temps, les assaillants furent complètement anéantis. En me retournant, je vis des gardes de la ville arriver et traîner les corps des criminels sur le bord de la route, tandis que le chariot du ministère des Ressources du Labyrinthe et ses gardes royaux se préparaient à reprendre la route. On dirait qu'ils ont réglé le problème. Continuons la route aussi. Le chariot reprit la route peu après la prise de parole du cadre. Quand j'ai aperçu quelques innocents blessés, je leur ai donné des potions mineures diluées. Heureusement, il n'y a plus eu d'incident de ce genre. Les calèches nous ont conduits dans la rue menant aux demeures des nobles mineurs. De là, nous avons pu prendre un taxi jusqu'au manoir du baron Munno, dans la capitale royale. Plutôt confortable pour un manoir de baron, n'est-ce pas? Comme l'avait dit Arisa, la demeure du baron Munno, dans la capitale royale, était un peu petite. Bien sûr, c'était relatif à l'idée d'un manoir seigneurial. Sa taille était assez standard pour une demeure de baron, et certainement luxueuse selon les standards d'une maison japonaise moderne. Seigneur chevalier, une servante à l'air familier, qui travaillait dans le jardin, m'a repéré et est arrivée en courant. L'entendant, les autres servantes sont apparues à leur tour. Bienvenue, Sir Pendragon, ont-elles crié en chœur. J'ai apprécié leur accueil chaleureux, mais... Les filles, où est passé votre salut pour Dame Karina? Aïe, Mademoiselle Pina. Pina s'est mise en colère contre elle pour avoir négligé de saluer leur véritable maître. Dame Karina, elle-même, discutait avec Tama et Pochi de l'apparence du manoir et ne semblait pas avoir remarqué l'insulte qu'elle percevait. Bienvenue, Dame Karina. Tandis que les servantes la saluaient en chœur, Dame Karina s'est avancée, rejetant en arrière ses magnifiques boucles blondes et bombant le torse. Merci pour l'accueil, a-t-elle déclaré. Quel plaisir d'être ici. Espérons que nous puissions enfin nous détendre.